édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour. La journée internationale de la jeunesse est prévue le 12 août prochain. En prélude à cet événement, ce samedi, la ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dogbé, était face à la presse pour livrer un message à la jeunesse togolaise. Chaque 10 août est célébrée la journée internationale de solidarité avec les détenus. Au Togo, l'événement a été marqué par une opération d'assainissement momentané de la prison civile de Lomé. À l'international, le Mali, dans l'attente du second tour des présidentielles, dimanche, les 7 millions d'électeurs maliens appelés aux urnes devront choisir entre Ibeka et Soumaïla Cissé, les deux derniers candidats encore en lice. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur LCF pour cette nouvelle édition du journal. Le lundi 12 août prochain sera la journée internationale de la jeunesse, une journée célébrée à travers le monde et qui est à sa 15e édition. Cette année, le thème retenu est jeunesse et migration, faire bouger le développement. Pour marquer l'événement au Togo, la ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a livré un message à l'endroit de la jeunesse togolaise. C'était au cours d'une conférence de presse ce samedi à son cabinet. Nous l'écoutons. Réduire la pauvreté des jeunes, c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre l'immigration et particulièrement la migration clandestine des jeunes, qui est désormais un problème délicat. Conscient du phénomène de migration et de son impact négatif aussi bien sur les jeunes immigrants que sur le développement, le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne cesse de multiplier les initiatives visant à promouvoir le développement humain et à accroître les opportunités d'accès des jeunes à l'emploi et à un revenu décent pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Le programme de volontariat national, le POVONAT, qui à ce jour a mobilisé près de 3000 volontaires nationaux. Le programme aide également qui a déjà mobilisé plus d'un millier de jeunes dans le secteur privé. Le programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans. Ce programme est destiné à encourager et à faciliter l'insertion des jeunes diplômés de la formation professionnelle et a déjà permis l'accompagnement de plus de 2000 jeunes en 2 ans. Nous avons également le programme d'appui au développement à la base, le PRADEM, qui favorisera à terme la création de plus de 4000 emplois directs durables. Le programme de développement des filières des plantes à racines et tubercules PRT, dont plus de 7000 jeunes organisés en groupement en sont bénéficiaires sur tout le territoire national. Enfin, nous avons également l'opérationnalisation du FAEJ, qui est destiné à aider à résoudre le problème d'accès des jeunes au financement. Près d'un millier de jeunes pour cette année ont déjà bénéficié de formation et ils sont en attente de bénéficier des microcrédits qui leur permettront de démarrer leur affaire. Un autre chantier lancé qui certainement aura un impact significatif en ce qui concerne la réduction du chômage et l'accès aux revenus et la formulation du plan stratégique pour l'emploi des jeunes, dont le document d'orientation sera d'ailleurs soumis pour validation dans les semaines qui viennent. Toujours dans l'actualité, la journée internationale de solidarité avec les détenus ce 10 août 2013 pour marquer l'événement au Togo. L'association Corps et Esprit Saint, en soutien à l'administration pénitentiaire de Lomé, a initié une opération d'assainissement momentané de la prison civile de Lomé. Une opération qui a pour objectif de contribuer à la propreté des environnements carcéraux au Togo. Opération prison propre ce samedi à la prison civile de Lomé. Les volontaires de l'association Corps et Esprit Saint mélangent les solutions d'insecticides avant de passer à l'action. Là, ils pulvérisent les ordures qui jonchent la clôture de la prison. À l'intérieur de l'univers carcéral délabré et vétuste, ils se frayent un passage dans la marée de prisonnières du quartier des femmes. Le gros du travail peut commencer. Ils pulvérisent les douches, les cellules des prisonnières et le coin qui leur sert de cuisine. Cette opération caritative de salubrité publique vise à l'amélioration des conditions de détention des prisons et s'insère dans un plan plus global de réhabilitation et d'élargissement des infrastructures pénitentiaires porté par l'association Corps et Esprit Saint. L'idée m'est venue étant donné que je suis un professionnel de l'assainissement
Et l'idée m'est venue d'apporter le savoir-faire de Mass Culture qui est à Fumensal, afin de contribuer à l'assainissement momentané par rapport à la journée du 10 août. Nous nous sommes réunis en amis et parents pour créer corps et esprit sain afin d'apporter un petit plus à l'assainissement de l'environnement carcéral au Togo. Les détenus ont exprimé leur reconnaissance pour ce geste de solidarité et sollicité plus d'attention à l'endroit des personnes en situation carcérale. Je crois qu'il faudrait bien que l'État nous envoie des véhicules vidangeurs pour vidanger nos fosses septiques. En 2010, on avait suivi l'assainissement de Fogès et par après, la diarrhée avait attaqué les gens. Nous ne voudrions plus vivre cela. Je vais demander humblement au nom des détenus à l'État togolais, au gouvernement, au ministère de la Justice de tourner un peu leur regard vers cette prison qui est remplie. L'association Corps et Esprit Saint entend étendre son initiative à tous les centres carcéraux du pays. Elle espère ainsi avoir enclenché une chaîne de solidarité de toutes les bonnes volontés pour l'amélioration effective des environnements pénitentiaires togolais. On en vient à présent à ce coup de théâtre politique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Bénin. Le Bénin toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la dissolution de l'ancienne équipe le 8 août dernier par le président Yahi Boni. Reportage Isidore Ormel Toku. C'est avec une grande surprise que les Béninois ont accueilli le communiqué de la présidence de la République du Bénin portant dissolution du gouvernement le jeudi 8 août dernier. Le chef de l'État béninois, à travers un communiqué lu sur la chaîne nationale par le secrétaire général du gouvernement, a mis fin aux fonctions de tous ses ministres sans préciser la date du nouveau gouvernement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution du 11 décembre 1990 au Bénin, le chef de l'État béninois avait procédé le 28 mai 2011 à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale à l'issue des élections législatives et présidentielles de la même année. Après plus de 2 ans de collaboration et tout en reconnaissant que les membres de cette équipe gouvernementale n'ont pas démérité, il a estimé qu'ils ne peuvent plus continuer le combat avec lui parce qu'il y a de nouveaux enjeux auxquels il veut faire face. En congédiant alors tous les membres de cette équipe gouvernementale de la sorte, le président Boni Yahi reconnaît-il que cela ne va-t-il pas du tout dans le Bénin? C'est une nouvelle qui surprend. Tout le monde est choqué et aussi inquiet. On aurait souhaité que ce soit une blague de mauvais goût, que ce soit un cauchemar, quoi, et que en se secouant, se levant, se rend compte que non, que tout est en place dans le pays. Parce que simplement se rendre compte que encore pour combien d'heures, nul ne sait que nous sommes un pays sans gouvernement. Le gouvernement est dissous. C'est les choses dont on entend parler quand il y a une guerre, quand il y a des situations catastrophiques. Là, on dit que le gouvernement est dissous. Je crois qu'il faut s'arrêter et réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui garantit que cela va apporter un certain calme, que ce soit assez réfléchi pour que les affaires du pays soient mieux gérées? Vous comprenez qu'on ne peut être qu'inquiet. On ne saurait rappeler coup d'État puisque le chef de l'État est toujours en place, le régime est toujours en place, le chef de l'État qui est le seul élu parce que les ministres ont été nommés. Au plan légal, en réalité pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est sur le plan pratique et sur le plan de la démocratie, le fonctionnement de la démocratie, que je crois qu'il y a quelques aides. Pour beaucoup de Béninois, le niveau de précarité a beaucoup progressé alors que le Bénin passe son temps à communiquer sur des actions dont les populations ne récoltent pas les dividendes. Jusque-là, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président Boni Yahi qui continue ses consultations d'après certaines indiscrétions en vue de la formation du nouveau gouvernement qui l'aidera à relever ces défis.
Lancement ce samedi de la deuxième édition de la foire des jeunes entrepreneurs à Djafi. Cet événement qui vise à promouvoir les initiatives et entreprises des jeunes a pour thème cette année jeunes entrepreneurs acteurs de changement. La foire entend ainsi servir de vitrine pour la visibilité des initiatives et entreprises des jeunes. Elle va se dérouler du 12 au 24 septembre prochain. Rajoul Mohamedou. La deuxième édition de la foire des jeunes entrepreneurs dénommée à Djafi, officiellement lancée ce samedi à Lomé. Cet événement a pour but principal la promotion des initiatives et entreprises des jeunes. Au-delà d'être une foire commerciale, à Djafi se veut un plateau d'expression culturelle et artistique. Elle innove cette année en offrant un cadre exceptionnel de visibilité dédié aux entreprises jeunes, surtout dans les zones rurales. L'innovation aussi est appelée dans l'accompagnement que nous apportons aux exposants de la foire. L'accompagnement à partir de maintenant, à travers cette initiative Classe Affaires que nous avons mise en place pour les entretenir et les accompagner avant, pendant et après la foire. Donc ça leur permettra de consolider les jeunes entreprises dans les initiatives d'entrepreneuriat. Classe Affaires, c'est un cadre mis en place par l'agence Mascom pour permettre aux jeunes entrepreneurs de se retrouver périodiquement, d'abord pour se forter, échanger et se découvrir, ensuite pour bénéficier d'un renforcement des capacités que viendront apporter des aînés ou des partenaires qui ont mieux émergé, qui ont réussi dans leur parcours d'entrepreneur et qui établiront à la suite des partenariats sur le plan commercial ou sur le plan professionnel avec ces jeunes-là. Du 12 au 24 septembre prochain, cette foire organisée au profit des jeunes entrepreneurs réunira nombre d'opérateurs économiques, entre autres. Néanmoins, un pavillon sera réservé aux grandes entreprises et partenaires pour servir de pôle de renseignement. Toujours au Togo, des employés du secteur public et privé se retrouvent chaque week-end sur les terrains de l'université de Lomé pour pratiquer diverses disciplines sportives, une activité physique qui a pour objectif de se donner du tonus pour mieux entamer une nouvelle semaine. Après les Jeux vient la troisième mi-temps. Quel est le sens de cette mi-temps? Les réponses avec Apolline Abaki. Ambiance particulière sur les terrains du campus universitaire de Lomé. Ils sont différents groupes à pratiquer tous les week-ends, différentes disciplines sportives. Ils font de l'exercice et de la pratique à la fois. Eux, ils sont du club AMATS, Association pour le maintien des amitiés de toujours, qui existe depuis plus de 15 ans. Ils sont des employés de l'administration et du secteur privé. Ils jouent chaque week-end au football pour se maintenir en forme et garder de bonnes amitiés entre les membres de l'association. On les a suivis ce samedi dans leur jeu sur le campus universitaire. Vous savez, durant toute la semaine, il y a le stress du boulot. Donc le week-end, nous allons jouer pour déstresser. D'ailleurs, même pour être en forme. Après cette discipline sportive, le cap est mis sur la troisième mi-temps. C'est ce mini-restaurant qui les accueille. Ici encore, c'est la convivialité et la bonne entente. La troisième mi-temps n'est pas seulement faite pour boire. C'est fait pour rester, causer, s'amuser, déstresser beaucoup plus parce que durant les 90 minutes et plus, on s'occupe du jeu. Donc après, il faut rester dans la convivialité, causer, parce que beaucoup ne boivent pas, mais ils viennent à la troisième mi-temps. C'est juste pour rester, analyser le jeu tel qu'il s'est passé, tisser les relations. C'est vrai que parfois, il y a aussi la bière dedans, il y a la boisson, mais ce n'est pas l'objectif premier. La troisième mi-temps a un objectif de rassemblement, de discuter, mieux se connaître. Tout le monde est invité à adhérer à ce club, mais en respectant un certain nombre de conditions et de règles. Le respect de l'autre, le respect de la convivialité. Nous acceptons tout le monde au Gaillard Club. Ils se mettent ainsi en forme pour la reprise de leurs services respectifs. À l'international, la date du second tour des élections présidentielles maliennes est prévue le dimanche 11 août. Les électeurs devront choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, deux candidats qui ont eu seulement 48 heures de campagne pour convaincre les Maliens.
48 heures pour convaincre au pas de course. Entre annonce tardive des résultats et fin de Ramadan, jamais le Mali n'avait vécu une campagne officielle aussi courte. Et ça ne fait pas forcément les affaires de Soumaïla Cissé. 20 points de retard sur Ibeka, il doit apparaître en public, ses candidats ralliés à sa cause autour de lui, et il lui faut parler fort. Vous savez, les tricheries ne feront rien, les petites fraudes ne feront rien, les petits arrangements ne feront rien. Mon Dieu, quelle joie immense de se retrouver parmi des amis sincères, pas de soutien du bout de lèvres, pas de soutien de gens qui vont aller à la soupe. Le favori Keïta a choisi une autre option, la discrétion. Moins visible personnellement, il a laissé ses partisans aller chercher les voix. Ça va? Moi je viens vous voir pour en tout cas vous solliciter en vue de pouvoir voter pour notre candidat au deuxième tour. Nous avons privilégié un grand meeting. Nous nous sommes dit qu'il faut privilégier les porte-à-porte en vue de pouvoir vraiment rentrer en contact direct avec les électeurs pour mieux les expliquer la manière de voter. À défaut de grands meetings ou de débats télévisés refusés par Ibeka, les Maliens se sont contentés de ces clips de campagne sur l'ORTM, la télévision publique. Chacun affiche ses ralliements politiques et notamment ceux des candidats du premier tour, preuve que la campagne avait déjà démarré en coulisses avec ses habituelles tractations. Keïta reste nettement favori de ce scrutin. Les Maliens ont encore quelques heures de réflexion pour mettre fin à ces 18 mois de flou politique. Ils ont montré leur envie de stabilité au premier tour. Ils n'avaient jamais été aussi nombreux à prendre part à un vote. Aux États-Unis, Barack Obama joue désormais la carte de la transparence en renouant avec le traditionnel exercice de conférence de presse. Après 3 mois de mutisme, le président américain a lancé ce qu'il appelle la nouvelle ère du renseignement aux États-Unis, une réforme du célèbre Patriot Act adopté en 2001 après les attentats du 11 septembre est envisagée pour l'administration Obama, une administration dans la tourmente depuis l'explosion de l'affaire Snowden. Ça faisait plus de 3 mois que Barack Obama n'avait pas tenu de conférence de presse et d'entrée de jeu, il a voulu devancer les critiques. It's right to ask questions about surveillance. C'est normal de s'interroger sur nos programmes d'écoute électronique, lance-t-il. En réponse à la controverse, Barack Obama promet plus de transparence pour rassurer les Américains que le gouvernement n'espionne pas les citoyens ordinaires, mais cherche plutôt à prévenir le terrorisme. Un responsable de la vie privée sera donc nommé à l'Agence de la sécurité nationale, la NSA. Des experts indépendants reverront les programmes de surveillance et davantage d'informations sur ces programmes seront publiés. Il s'agit d'assurer notre sécurité tout en protégeant nos libertés individuelles, affirme Barack Obama, qui dit qu'il songeait à de tels changements depuis un bon moment déjà. Mais l'homme derrière ce débat national aux États-Unis sur les programmes de surveillance, c'est lui, Edward Snowden. Il est à l'origine des fuites qui ont révélé l'ampleur de l'écoute électronique. Non, Edward Snowden n'est pas un patriote, rétorque le président américain. Il est accusé de crime et s'il croit vraiment à sa cause, qu'il vienne se défendre en cours ici. Edward Snowden s'est réfugié en Russie où le président Vladimir Poutine lui a accordé l'asile temporaire, ce qui a contribué à détériorer les relations entre Washington et le Kremlin. Le sommet bilatéral Obama-Poutine, prévu en septembre, a été annulé. C'est un différend de plus entre nos pays, affirme Barack Obama, et le temps est venu de faire une pause pour repenser à nos relations. Rien n'aurait pu laisser présager une telle déclaration plus tôt dans la journée. Les secrétaires américains d'État et de la Défense ont rencontré leurs homologues russes et tenté de minimiser les tensions entre les deux pays. Preuve que malgré les problèmes entre Obama et Poutine, les relations ne sont pas rompues entre les États-Unis et la Russie. En Russie, la mobilisation des LGBT se poursuit et pour cause le test de loi promulgué par Vladimir Poutine qui sanctionne tout acte de propagande homosexuelle devant les mineurs. Un test qui a entraîné une vague de contestation à l'étranger des lesbiennes, gays, bisexuels et trans à 6 mois du coup d'envoi des Jeux d'hiver à Sochi. La mobilisation de la communauté LGBT se poursuit.
Vendredi, ils étaient 300 à participer à une kissing party devant le consulat de Russie à Anvers. Non sans humour, ils ont dénoncé la loi russe punissant la propagande pour l'homosexualité. Ce sont les termes de ce texte promulgué en juin dernier. Présent à ce rassemblement, le maire adjoint de la capitale flamande a affiché son soutien. Je crois qu'il faut maintenant dire à tout le monde que chaque personne est unique et qu'il faut respecter l'identité de chaque personne. Et le droit de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime est quelque chose qui est très important. À Édimbourg, en Écosse, le consul russe a lui aussi eu le droit à une petite visite. Moins démonstratif peut-être, mais tout aussi déterminé. En Russie, on assiste à une vague d'hostilité et de violence de la part du gouvernement contre la communauté LGBT. On doit faire pression sur le gouvernement russe pour qu'il annule cette législation profondément homophobe. Mais c'est au Canada que la prise de position est la plus tranchée. On n'emprisonne pas et on ne tue pas des gens pour des activités libres entre des adultes. La gauche, elle, propose carrément l'interdiction de voyager pour les initiateurs de la loi. Dans la ligne de mire des défenseurs de la cause LGBT, les Jeux Olympiques de Sochi, en Russie. La crainte étant de voir s'appliquer la loi controversée sur les athlètes qui participeront à la compétition. Le président du CIO, vigilant, entend faire respecter la règle olympique. Nous nous conformerons à la charte olympique, qui stipule que chaque athlète a le droit de concourir, quelle que soit sa race, sa religion ou son orientation sexuelle. Le gouvernement russe aurait par ailleurs assuré que la loi n'affecterait pas ceux qui participeront ou assisteront aux Jeux. Retour au Togo avec les natifs et natives de la préfecture de Zion qui ont célébré ce samedi leur fête traditionnelle Aïza. Cette 43e occasion de réjouissance a été également saisie par des ressortissants de cette localité pour appeler à l'unité, seule arme pour un véritable développement. Roger Améra. Dégustation du haricot ce samedi au stade Dr Kaolo de Thiévier. L'instant est solennel, fils et filles du Zio se retrouvent pour célébrer Aïzan, édition 43. Une fête traditionnelle instaurée par les ancêtres. Chants et danses, tout était réuni pour donner les éclats sans précédent à cette célébration du haricot. Devoir de mémoire oblige, ce que c'est Aïzan, il faut se le rappeler. À milieu élevé, quels que soient les motifs, on ne détruit jamais ce qui nourrit. En réponse donc à un groupe qui voulait continuer la fuite vers le sud, un autre lui répondit d'attendre que le haricot produise un peu avant de partir. Aïa, Netsevier. Depuis lors, le haricot a poussé. Il a été récolté et le rendement obtenu a incité nos ancêtres à s'installer définitivement sur ce plan du territoire togolais, très riche pour la culture du haricot, mais aussi du maïs, du riz, du manioc, pour ne citer que ces produits. Tradition à laquelle n'a pas dérobé l'exécutif togolais. Pour le ministre des Arts et de la Culture, il faut préserver sinon valoriser les atouts culturels du pays. Nous devons tous garder à l'esprit que la culture constitue un véritable socle de développement. Nous devons nous accepter les uns les autres, travailler tous la main dans la main pour l'amour de notre patrie et pour mériter l'admiration des générations futures. C'est ensemble que nous pouvons mieux développer notre pays, le rendre prospère pour le bonheur de tous les citoyens. Natifs et natifs du Zion ont honoré cet engagement culturel. À la fin, ils se sont sentis comblés. La fête Aïza n'est pas la fête du canton de Thiévier seul, mais c'est pour toute la préfecture du Zion. Donc c'est pour susciter au sein de la population, la vaillante population du Zion, combien de fois il est nécessaire qu'on se serre les mains, qu'on se retrouve ensemble pour le développement de notre préfecture. C'est pour moi un réel plaisir de venir participer à cette fête avec nos soeurs, frères de la préfecture de Sion. C'est dans une joie et aussi nous avons appris quelque chose dans cette fête, le pardon.
l'amour des fils du milieu. Et avec cela, nous pouvons développer notre futur. La remise des différents prix aux ayants droit à l'occasion de cette fête a mis fin aux manifestations officielles. La fête, elle, s'est poursuivie dans les coins et recoins des 17 cantons que compte cette préfecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon suite des programmes sur la chaîne du futur.